C'est quand même fou de penser que la Terre est à la base suffisamment abondante pour tous, mais qu'une petite poignée de personnes se sont appropriées ses fruits et que la grande majorité doit trimer toute sa vie pour obtenir de quoi survivre. Le revenu de base. En voici une bonne idée quand même. Mais les gens, ils comprennent pas ça. C'est pourtant pas compliqué. Bon, je vous explique. Le revenu de base, ça serait un droit universel. Tout le monde le reçoit, quel que soit leur revenu ou leur situation professionnelle. Inconditionnel. Aucune contrepartie n'est requise pour le recevoir. Plus personne pour vous fliquer. Vous avez refusé 2 offres d'emploi. Individuel. Il est versé à chaque membre du foyer sans considération des revenus de ses autres membres. Eh oui, même Bobonne qui fait à manger pour tout le monde. Permanent. De la naissance à la mort, les morveux comme les vieux pourront le toucher. Ah oui, ça coûte cher les couches. Inaliénable. Droit fondamental pour tous les citoyens. Les bénéficiaires ne peuvent pas en être dépossédés. Cumulable. Il s'additionne avec tout autre revenu. Salaire, certaines allocations. Ça veut dire que ça t'empêchera pas de devenir Bill Gates. Enfin, si tel est ton rêve. Et cette idée date pas d'hier. Un mec plutôt stylé, Thomas Paine, défendait déjà au XVIIIe siècle la mise en place d'un capital de départ pour tous les jeunes de 21 ans. Financé par un système de taxes foncières, il visait à rendre plus concrète l'idée d'un héritage commun de la terre dont une part devait légitimement revenir à chacun. C'est grâce à son poteau activiste Thomas Paine qu'on trouve en 1797 la première proposition de revenu universel payé tout au long de la vie. Plus qu'un modeste capital de départ, Toto défendait le versement régulier d'une somme généreuse permettant à chacun de subvenir à ses besoins primaires et de stimuler l'activité économique locale. Plus tard, en 1848, le Belge Joseph Charlier formule une proposition de dividende territorial payé chaque trimestre à tous et financé par un système de prélèvement sur la valeur des propriétés privées. Comme ses copains, Charlier affirme donc que la terre est un patrimoine commun mis à la disposition de tous pour que chacun puisse subvenir à ses besoins. Il ajoute à ça que la notion de patrimoine commun ne s'applique pas seulement aux ressources naturelles, mais aussi à tout ce dont nous avons collectivement hérité. Les savoir-faire, les technologies, les innovations, et dont aujourd'hui seule une partie infime d'humains en récolte les fruits. Ça ne serait pas légitime qu'une part de cet héritage commun soit redistribuée à tous sous forme de salaire ou de dividende ? Se demandait l'affreux Jojo. C'est dans les États-Unis des années 60 que la proposition va connaître sa première heure de gloire et se retrouver au cœur du débat dans le monde académique puis politique. On peut globalement identifier 2 facettes au débat de l'époque qui font très clairement écho à celui que nous connaissons aujourd'hui dans les pays industrialisés. Premièrement, l'inquiétude face à l'automatisation qui fait craindre à certains la raréfaction des emplois et une augmentation de la pauvreté. Et deuxièmement, l'inefficacité des programmes de lutte contre la pauvreté et les effets pervers qu'ils génèrent. À la droite du spectre politique. Dans cette frange que l'on nommerait aujourd'hui néolibérale, Milton Friedman plaide ainsi pour une suppression de tous ces programmes d'aide et leur remplacement par une modeste garantie de revenus qu'il nomme impôt négatif. À la gauche. Certains comme James Tobin et John Kenneth Galbraith plaident au contraire pour un revenu socle avec lequel pourraient être maintenues certaines aides et incitent en 1972 le candidat démocrate perdant à la présidence, George McGovern, à incorporer une proposition dans son programme. Un match nul qui a le mérite d'avoir fait avancer la question. Au début des années 80, ce débat prend de l'ampleur en Europe grâce à quelques personnalités, dont le philosophe Philippe Van Parijs, qui parvient avec des frérots écolo-gauchos intellectuello-extrémistes européens à créer un réseau international baptisé Basic Income European Network. Ce réseau, devenu Basic Income Earth Network en 2004, existe toujours et organise très régulièrement de grandes conférences internationales. Puis, en 2013, le mouvement français pour un revenu de base est créé par un groupe de citoyens lors de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. Cette initiative, regroupant 27 pays, récolte 300 000 signatures en Europe et 54 000 en France. Elle lance la création de nombreux réseaux pour le revenu de base dans différents pays. Certains membres du mouvement convainquent Benoît Hamon de proposer le revenu universel dans son programme en 2017. Petite percée pour le revenu de base, mais peu concluante. Alors bon, les gens ils me répondent souvent «
C'est bien beau tout ça, ils sont bien braves ces doux rêveurs, mais c'est complètement utopique. Revenez dans la réalité. Le revenu de base, ça n'existe pas, c'est impossible. Et puis il y a l'argent. Alors premièrement, nous n'avons jamais autant été dans une société d'abondance. Ah, l'argent, il n'y en a jamais eu autant. Et puis, tout dépend de ce qu'on fait avec. Je vais pas développer ça ici, mais il y a plein de solutions pour financer un revenu universel. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'une utopie? Tout ce qui fut utopie un jour devient réalité ensuite. Un homme noir qui arrive au pouvoir aux États-Unis, un mec qui va sur la Lune, une femme qui a le droit de vote. Ha! Si tu avais dit à un mec au Moyen-Âge qu'un jour on boufferait des clubs sandwich sous les femmes, il aurait crié « Utopiste !» Bon, peut-être pas. En fait, c'est faisable techniquement. Et depuis des décennies, beaucoup d'expérimentations se sont faites autour du monde. J'ai plein d'exemples à vous donner. Regardez en Alaska. Au milieu des années 70, le gouverneur républicain Jay Hammond commence à défendre l'idée selon laquelle les ressources pétrolières de l'État sont un patrimoine commun qui doit bénéficier à tous les résidents actuels ainsi qu'aux générations futures. Au lieu de garder tout le pactole pour lui et ses potes, il met sur pied en 1976 un fonds souverain, l'Alaska Permanent Fund, dont une partie sera dédiée à l'investissement sur les marchés financiers et l'autre sera redistribuée sous forme de dividendes annuels à la population. Eh bien, figurez-vous que 6 ans plus tard, en 1982, un premier revenu universel de 1 000 $ est ainsi versé à tous les résidents de l'État, américains comme étrangers. Depuis, chaque année au mois d'octobre, les résidents de l'Alaska continuent à percevoir ce dividende dont la valeur fluctue en fonction des rendements du fonds permanent. Mais ne partons pas si loin. Dans notre chère France, dans le Lot-et-Garonne, est né en 2013 le projet d'éco-village Terra. L'ambition est à terme que la valeur produite par les activités économiques de Terra permette d'autofinancer un revenu base à tous les habitants de l'éco-village au maximum en monnaie locale. Depuis 2018, avec l'aide d'un financement participatif, 5 personnes touchent un revenu d'environ 1 000 € par mois, dont 85% en monnaie locale. Quelle bande de hippies, diriez-vous? Peut-être, mais pendant ce temps-là, ça permet aux bénéficiaires d'investir davantage de temps et d'énergie pour le développement du projet. Et les 85% en monnaie locale circulent directement dans l'économie réelle, alimentant le territoire, les entreprises et les producteurs locaux. Et toc! Je pourrais vous en donner plein des comme ça, mais bon, on va s'arrêter là. Oh, et puis non, un petit dernier pour la route. Direction l'Inde, dans le Madhya Pradesh, un des États les plus pauvres. En 2011, un projet pilote de revenu universel a démarré. Porté et financé par le syndicat de femmes travailleuses SEVA et l'UNICEF, pendant 18 mois, les habitants de 8 villages, soit 5 500 personnes, ont touché 200 roupies pour les adultes et 100 pour les enfants de manière inconditionnelle. Les effets positifs de ces revenus sont nombreux. Ça a permis aux femmes de s'émanciper, s'impliquer davantage dans la vie locale et de réduire le travail des enfants. Puis, l'activité économique a doublé, des familles se sont désendettées. Oh, et j'en passe. En tout cas, on peut pas dire qu'ils aient glandé avec ce fric. Le revenu de base est donc possible. Certes, il demande une réelle volonté politique à sa mise en place et probablement quelques années d'expérimentation ne feraient pas de mal. Mais ce que j'ai pu entendre dans les arguments contre le revenu universel, c'est un blocage qui se situe au niveau des gens. Car les gens font peur, c'est feignant, tirent au flanc, consommateurs, ils servent les êtres sataniques, ils feraient n'importe quoi si on leur donnait du fric. Mais qui sont ces gens dont on parle tant et qui nous font si peur ? Alors les Français sont-ils des fainéants? Le Gaulois, réfractaire au changement. Les salariés, Nos concitoyens, les jeunes. La plupart des Français. Les chômeurs veulent-ils vraiment travailler? fainéants, cyniques, égoïstes, pessimistes. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Je pense que demain matin
j'aurais du mal à me lever. Je ne ferai pas 39 heures pour 35 francs de l'heure et vos 5000 francs de bonheur. J'en veux même pas pour mon 4 heures. Ok, je me lève un peu tard, j'enchaîne direct sur un pétard. C'est que ma vie ne va pas vers les dollars que pourrait me rapporter ma guitare. Ma vie n'est qu'une utopie, un monde tranquille sans trop d'hypocrisie, où tout le monde a compris que donner à quelqu'un c'est se faire un ami. Où sont les politiciens qui savent que j'existe, ceux qui pourraient dès demain nous mettre sur la bonne piste? J'insiste, dès maintenant je veux voir la liste de tous les anciens du front de libération utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant, pour que tout le monde ait droit à un appartement. Apparemment personne n'est prêt à aller de l'avant. C'est vrai que pour pouvoir penser il faut avoir du temps, le pouvoir. Que parce que c'est là où il y a des Qu'est-ce que tu ferais toi si demain il y avait un revenu universel, par exemple 2000 € par mois, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? 2000 1000 oh. Je double la mise. Ça me permettrait de me consacrer à mes arts de prédilection, à savoir la musique par exemple, où là je peux le faire entre 2 heures par-ci, un quart d'heure par-là, entre deux services, donc c'est pas ce qu'il y a de plus serein justement, voilà. Mais en même temps un bon artiste est un artiste qui a faim. Alors bon, d'être tiraillé, tout ça, ça permet la créativité, de rencontrer des connards dans le milieu de travail, etc. Des enfoirés, de se faire taper à grands coups de côte du travail, ça stimule un peu la créativité, mais c'est toujours les mêmes thèmes, donc c'est pas toujours plaisant, quoi, voilà. Donc ouais, ça me permettrait vraiment d'avoir cette sérénité qui puisse dégager l'horizon, quoi. C'est-à-dire que là on travaille à des horizons une semaine, un mois, là on peut voir à un an, pouvoir se projeter un peu mieux, d'avoir une sérénité d'avenir un peu plus radieux, quoi. Pas me dire tiens, je vais me refaire une dent, il va falloir que j'épargne un peu là, voilà. C'est-à-dire il faut que j'aille faire les lunettes, tu vois. À l'heure actuelle, je fais plein de choses que j'aime bien et je suis pas payée pour, et que je trouve utile, et du coup là, en tout cas moi ça m'apporterait de la sérénité pour le faire d'une manière plus confortable, plus sereine en fait. Donc je pense que moi, un revenu de base, ça me donnerait plus d'énergie en fait pour continuer à m'investir, pour faire des missions finalement que je considère utiles, mais qui à l'heure actuelle sont pas financées par le marché. C'est une bonne question, mais je pense que je prendrais plus le temps de me poser pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire justement. Et genre du coup, j'essaierai de créer des choses. Genre je me fixerai pas des métiers bateaux pour me financer, pour faire un projet qui peut-être n'aboutira pas parce qu'au final la société n'est pas prête à l'accepter, mais peut-être que du coup j'aurai plus d'espace pour respirer, pour me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qui pourrait être utile. Déjà il y a pas mal de dettes qui disparaîtraient, tu vois, parce que ça fait 1 an et demi que je tiens mon appart à bout de bras, je fais toujours la manche et tout. J'ai 2-3 chantiers de temps en temps pour payer le loyer, parce que déjà faire la manche pour des trucs quand tu bouffes ou quand tu fumes c'est déjà assez chiant comme ça, alors pour des sous qui sont pas pour toi c'est encore plus chiant. Donc ouais, ça fait voilà. Donc en soi ouais, ça ferait pas de mal, mais c'est ce qu'on va en faire, quoi. C'est toujours ça la question. Alors en fait, avec la retraite, moi je suis retraité, donc je touche une retraite, un peu plus de 2000 € par mois.
Donc j'expérimente en fait un système de redistribution. Donc qu'est-ce que je fais de tout ce temps dont je dispose? J'essaye de travailler pour la collectivité et je vous assure que ça me prend énormément de temps. Je travaille actuellement peut-être plus que quand j'avais une activité salariée. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Je pense que je ferais ce que je fais déjà, donc des projets artistiques et engagés sur des sujets sociétaux. C'est ce que je fais déjà, mais je le fais dans une précarité, je le fais dans un stress en fait permanent. Parce que à côté de ça, je dois subvenir à mes besoins et du coup il y a toute une énergie, toute une part en fait de ma vie qui est tournée vers ce stress-là continu, ce stress psychologique, cette pression sociale qui est vraiment très très pesante pour moi. Premièrement, je pense que je m'engagerai dans la Sea Shepherd. Et en second, je pense que j'aurai beaucoup plus d'idées que je n'en ai aujourd'hui, parce que j'aurai beaucoup plus de temps pour y réfléchir. Et que mon esprit serait bien plus libre de vaquer à de nombreuses questions et de nombreuses activités. Je pense que je voyagerai aussi beaucoup pour me construire, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire suffisamment aujourd'hui. Je trouve que je découvre trop peu de choses et trop les mêmes la plupart du temps. Je disais, je continuerai à travailler parce que j'aime mon métier. Je suis enseignante et je trouve que c'est un métier qui a du sens. J'espère que j'apporterai quelque chose à mes élèves qui leur fera croire en une société plus humaniste. Déjà qu'ils apprennent entre eux à travailler ensemble, qu'on essaye de ne pas être dans la compétition et dans le arriver premier mais plutôt arriver ensemble. Après ça dépend du montant, mais je me suis vraiment débrouillée pour travailler juste ce qu'il faut pour pas que je sois dégoûtée. Donc je travaille actuellement parce que j'ai envie. Voilà, ça me plaît de travailler les heures que je fais actuellement. Et à côté, j'ai mon temps de libre pour me former, pour me faire du bien. Après, c'est sûr que c'est accepter, c'est d'être résilient et de se dire d'accepter une autre manière de vivre. Parce que j'aurais moins à compter sur ce que j'ai et puis ne moins compter, dire ça plus ça, et voilà. Mais ça changerait quand même ma vie, pouvoir faire des choses que je ne ferais pas. Tout simple. Mais de faire des petits voyages, d'aller visiter quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, des plaisirs. Maintenant, à la retraite, c'est ça. Si j'avais une famille à élever, ce serait peut-être différent, mais pour le moment, c'est ça. C'est une question de revenus. Moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, j'ai pas les moyens d'acheter des choses bio parce que ça coûte plus cher que les marques repères ou les choses comme ça. Donc voilà, donc je pense que je mettrai tout cet argent dans un investissement pour une meilleure société et après les projets importants. Moi, je suis pianiste et prof de piano et j'aime beaucoup mon métier. Donc, je pense que si j'avais un revenu de base, déjà ça augmenterait un peu mes revenus parce que mon salaire est pas du tout, est pas très élevé et en fait ça me permettrait de pratiquer plus mon instrument et de donner un tout petit peu moins de cours
j'aime beaucoup donner des cours, mais voilà, ça pourrait me permettre d'aménager un peu mieux mon temps. Je pense que pour la vie artistique, c'est très important d'avoir un revenu de base. C'est vrai qu'il y a l'intermittence, mais tout le monde n'a pas la chance de l'avoir. Donc voilà, ce serait une bonne formule pour les artistes en tout cas. Ce qui me plaît le plus dans l'idée du revenu de base, c'est qu'elle repose totalement la question de l'individu dans la société. Elle la repense. À mon sens, avec une vision particulièrement humaniste. C'est-à-dire que pour moi, le revenu de base, c'est penser la collectivité en prenant appui sur la singularité de chacun. En fait, c'est ça qui vraiment m'intéresse, c'est comment créer du commun et du collectif tout en passant par l'individualité. Voilà, et le respect de chaque singularité. Ça me paraît vraiment, dans une société, si on veut qu'elle soit particulièrement épanouissante, ça me paraît vraiment une donnée fondamentale. Ça changerait l'objectif, quoi. On serait vraiment dans apprendre pour le plaisir d'apprendre. Au départ, on était là apprendre pour émanciper les populations. C'est une grande idée, ça. Hein. Et là, on est en train de transformer ça en apprendre pour gagner sur les autres, pour dépasser les autres. C'est une erreur, quoi. Et je pense qu'on travaillerait beaucoup plus paisiblement. Dans l'idée du revenu universel, ce qui me plaît, c'est la bienveillance envers la liberté d'autrui. Oui, bon, que ça unisse un petit peu les gens, qu'ils aient un peu de quoi vivre, être heureux, mais tout en sachant qu'ils peuvent aller travailler, qu'ils peuvent avoir des revenus supplémentaires normalement. Et je voudrais que tout le monde puisse avoir ça tout le temps. Ben oui. Pas avoir à se soucier, va falloir que je paye mon loyer pour pouvoir avoir un toit, va falloir que je paye l'électricité, sinon on va me la couper, va falloir... pour moi c'est ça, de leur permettre une vie un peu meilleure. Je pense que ça rendrait les gens beaucoup plus heureux. Hein? Que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais une certaine chance en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, clairement, qui n'arrivent pas à avoir une quelconque issue dans leur vie autre que l'argent et quelque chose qui pourrait leur apporter une plus grande liberté d'action. C'est un peu un outil de plus qui nous permet de nous construire une vie qui est vraiment notre image. Moi j'ai un credo dans tout ce que je fais, c'est que notre activité professionnelle se doit d'être au service de notre mode de vie idéal. Mais du coup pour les gens qui ne veulent pas devenir freelance comme je suis, ou indépendants, ou monter leur boîte, ou qui peut-être n'ont pas envie d'avoir une activité professionnelle point, je trouve que c'est un autre bel outil qui permettrait aux gens de prendre des décisions plus alignées avec qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent vivre au quotidien. J'aime bien le fait que ça ouvre de nouvelles perspectives en fait. Genre
on est un peu figé des fois dans la société et on voit pas trop comment agir. Et là, c'est une solution en fait parmi plein d'autres. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui pensent et qui créent justement quelque chose de concret qui puisse être applicable vraiment. Bah en fait, ça me fait beaucoup penser à quand on a créé la retraite. Pour ce qui était de la retraite, en fait, ça crée beaucoup de questions, d'angoisse, de comment on va payer ça, etc. Et je me dis, mais on a bien réussi à créer les retraites. Et pourquoi pas aussi subvenir aux besoins des gens qui n'ont rien. Enfin, je veux dire, personnellement, moi, ça me révolte de voir des gens qui dorment encore dans la rue. Peut pas tout changer et peut pas régler tous les problèmes. Mais en effet, là, dans la surconsommation actuelle et on va dire dans le décalage de certains modes de vie, le fait d'avoir un revenu de base, il y aurait peut-être certaines personnes qui le dépenseraient et qui continueraient d'être dans l'utilisation plastique, dans le déchet, dans la perte de soi. Mais voilà. Enfin, après, c'est souvent un argument donc que j'ai entendu dans les discussions où c'est en effet pour nous, on considère que ça va être un plus. On n'est pas vraiment là pour juger que pour les autres ça puisse être un moins en fait, ou qu'ils l'utilisent mal. Après ils ont le droit de l'utiliser comme ils veulent. J'aurais une petite inquiétude sur le fait que le revenu de base accélère en fait le processus de consommation au lieu de le freiner. Donc ça, en fait, je pense que ça dépendra des mesures prises à côté en fait du revenu de base et aussi du montant du revenu de base. C'est sûr que je pense que plus on a un revenu de base faible, plus justement il servira à la consommation parce qu'en fait il sera juste un appui supplémentaire aux classes moyennes et moyennes supérieures au lieu d'être vraiment un palliatif à la misère. C'est-à-dire que si le revenu de base n'est pas pensé dans un projet de société global, le revenu de base en soi c'est un outil qui est assez clair, qui tient en peu de phrases, mais ça ne reste qu'un outil. Qui ne possède pas tout le potentiel de métamorphose de cette société que moi je souhaite voir advenir. Il faut véritablement que ce revenu de base soit accompagné par un vrai projet d'émancipation. En soi, le truc c'est que je sais pas, personnellement, le RSA déjà de base j'y croyais pas trop. Personnellement je compte pas dessus. Je me dis dans 2-3 ans, voilà, tu vois, on sait pas. Donc voilà. Et en dehors de ça, les gens avec le RSA, je les vois quoi. Dans la zone, ils passent 5 jours à faire la manche et puis après, une fois qu'ils ont plus de drogue, ils recommencent à faire. Ils passent 5 jours avec leur RSA à se droguer et une fois que voilà, ils repartent à la manche du coup, tu vois. Et ça dure quoi? Ça dure 4-5 jours au final. Je sais pas si c'est vraiment utile quoi. Il faudrait essayer que les gens ils en fassent quelque chose. C'est surtout ça. Parce que du coup, les gens ils s'endorment avec leur pognon, c'est un dû et après voilà quoi. Oui, la première chose il y a une chose qui m'a fait peur, je me suis dit mais si tout le monde a un revenu garanti, est-ce que les gens seraient chercheraient vraiment à faire quelque chose qui ait du sens? Est-ce que les gens ne se laisseraient pas dans l'apathie totale parce qu'ils ont de l'argent ou dépenseraient cet argent illico parce que voilà, on n'est pas forcément éduqué à se responsabiliser par rapport à ça? Et du coup, j'avais peur. Je me disais peut-être qu'en fait, ce serait pas du tout l'idéal. Et au final, je me rends compte que c'est une transition à faire à plein d'échelles en fait. Accompagnée du coup d'une transition éducative, d'une transition culturelle, voilà, tout un travail de responsabilisation, de revoir tout notre rapport à l'argent, etc. dès le départ. Ce qui
m'inquiète, c'est que nous ne sommes manifestement pas tous volontaires pour être libres. Notre fonctionnement est quand même basé sur le travail, notre société est basée là-dessus, et pour changer les mentalités, je pense qu'il faudrait éliminer toute une tranche des tranches d'âge jusqu'à, moi je pense de 60 à 80 ou 100. Ah pardon, ah mince, t'en fais partie. Tu m'inquiètes. On ne peut pas penser que du jour au lendemain, on va pouvoir libérer les esprits de cette notion du travail. C'est très très ancré en nous. Le revenu de base doit inverser complètement cette valeur pour prétendre à ce que l'homme ou la femme, l'être humain, soit véritablement un être en soi, hein, c'est-à-dire que la qualification de l'être humain, c'est, à mon sens, sa destination au bonheur. Et sa destination au bonheur, finalement, c'est sa dignité, et ce n'est certainement pas le travail. Moi, a priori, j'ai pas d'inquiétude particulière, parce que ce qu'on a actuellement, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, je crois que, bon, par expérience, tenter justement de nouvelles expériences ne peut être que bénéfique. Donc, c'est une solution d'avenir dont les jeunes devraient se saisir beaucoup plus, tenter des expériences, des expérimentations sur les territoires et tout ça, pour que ça vienne un peu dans les mentalités et que ça puisse se mettre en place un jour. Je suis maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et je fais des recherches à la fois sur la décroissance, sur l'économie sociale et solidaire et plus récemment sur le revenu de base, sur lequel j'ai écrit un ouvrage, L'invention du revenu de base, la fabrique d'une utopie démocratique, qui est paru fin 2018. Et puis à côté de ça, j'ai participé à l'expérimentation, enfin au projet d'expérimentation du revenu de base conduit par les départements en France. Il y avait la nécessité de repenser en fait nos systèmes de protection sociale qui ne sont pas assez agiles, qui enferment les gens dans des catégories, dans des cases et qui ont besoin du coup il y a besoin finalement de nouveaux droits, de nouvelles protections et qui permettent d'accompagner ces transitions, d'accompagner ces nouveaux modes de vie, ces nouveaux parcours de vie de plus en plus singuliers qui se laissent de moins en moins enfermer finalement dans les cases administratives. Et donc il y a eu des travaux qui ont été conduits, alors des travaux avec des économistes, notamment ceux de l'Institut des politiques publiques qui sont spécialisés sur les expérimentations sociales. À côté de cela, il a mené une concertation. Alors il a fait des systèmes si vous voulez, de jury, pour aller vite, de jury citoyen, en mobilisant des expertises citoyennes. Donc l'idée, c'était pas forcément d'avoir une représentativité sociale, mais vraiment de saisir la singularité des parcours de vie. Et donc en croisant l'ensemble de ces expertises citoyennes, de produire un avis qui a été rendu dans l'hémicycle du département. Donc finalement d'une certaine manière ces expertises citoyennes ont pris la place du politique, le politique qui se retrouvait du coup dans le public à écouter avant de pouvoir réagir. Voilà, donc c'était un renversement aussi de perspective. Et puis troisième élément, il y avait un travail on va dire plus plutôt politique en tout cas, avec Matignon, puisqu'à l'époque
le Premier ministre qui était étonnamment donc Manuel Valls puis Cazeneuve donc ont été plutôt réceptifs en fait à l'idée et ont mis à disposition des moyens, donc des services en fait notamment pour étudier la faisabilité juridique d'une telle expérimentation, puisqu'en fait on s'est très vite aperçu, et c'est l'un des freins, qu'il y a besoin d'une loi en fait pour expérimenter le revenu de base. Le président de la Gironde a décidé d'aller voir donc un certain nombre de ses collègues et plusieurs départements se sont greffés à ce projet-là et ont aidé à définir le modèle de revenu de base. Il y a eu une nouvelle concertation, une enquête en ligne notamment, qui a été conduite, qui avait recueilli beaucoup de réponses. On interrogeait vraiment les gens sur des questions très précises. Quelles allocations fusionnées? Faut-il inclure ou pas les jeunes? Faut-il individualiser ce revenu de base? Puisqu'aujourd'hui les prestations sont familialisées. On verse à un foyer et pas à un individu. Faut-il ou pas, dernière question importante, des contreparties, c'est-à-dire faut-il exiger des contreparties à ce versement du revenu de base, notamment une recherche d'emploi, une obligation de recherche d'emploi de la personne qui le reçoit. Voilà, donc il y avait des grandes questions, donc les gens ont été concertés de cette manière-là. Ça a infléchi évidemment la position des présidents de département qui ont été jusqu'à 18 à défendre ce projet d'expérimentation. La concertation a clairement joué là-dessus et donc ils ont modélisé un projet finalement de revenu de base qu'ils ont été jusqu'à défendre à l'Assemblée nationale en le faisant relayer en fait par le groupe parlementaire socialiste en l'occurrence, et à l'Assemblée nationale. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une forme de consensus gauche-droite sur l'expérimentation. Alors sur le principe de l'expérimentation, la gauche étant pour ce modèle-là, donc toute la gauche, et puis la droite était pour l'expérimentation, pas de ce modèle-là, évidemment, ils ont une approche plus conservatrice, alors ils questionnaient les contreparties, mais en tout cas tous étaient pour le fait quand même d'expérimenter de nouveaux modèles et de ne pas s'enfermer. Bon, il se trouve que le gouvernement, dans le contexte aussi de la crise des Gilets jaunes, a eu une forme de repli, on va dire, et de crispation, et a refusé en fait le projet d'expérimentation. Eh bien, la suite, c'est de continuer à porter le combat, sachant que maintenant, il y a un point d'arrimage, on va dire, institutionnel, puisque le président de la République a lancé le 13 septembre 2018 un projet de revenu universel d'activité. En fait, en réaction à cette proposition d'expérimentation du revenu de base, il s'est positionné et il a lancé cette idée du revenu universel d'activité, évidemment selon des principes qui diffèrent, notamment parce qu'il avait annoncé un durcissement des contreparties justement exigées des allocataires s'il refuse plus de 2 offres d'emploi dits raisonnables. Il était également favorable à une fusion d'allocations beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'il veut tout mettre dedans, notamment le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, les APL, bon, ce qui pose un certain nombre de problèmes puisque ce sont des allocations qui visent à répondre à des besoins spécifiques et le fait de les mettre ensemble peut poser un certain nombre de difficultés. Bref, donc le débat en tout cas a le mérite d'être ouvert, de se poursuivre puisque quelque part le gouvernement l'a récupéré et donc l'idée c'est de continuer à défendre d'une part les orientations du modèle revenu de base défendu par les départements dans le cadre de ce débat public, voilà, et d'essayer d'infléchir ce futur revenu universel d'activité au maximum dans un sens disons du progrès social, et puis le deuxième élément c'est de continuer à défendre l'idée aussi d'une expérimentation préalable puisque ce sont quand même des modifications qui vont engager des changements majeurs je dirais dans la vie des personnes et il est sans doute préférable d'expérimenter avant de généraliser pour ne pas notamment qu'il y ait de la casse ou des effets qui n'auraient pas été prévus ou des effets contre-productifs en fait à cette proposition. Donc l'action collective, elle peut prendre des formes variées. Elle peut prendre une forme, je dirais, de revendication, donc c'est-à-dire de s'agréger à un collectif, par exemple à une association comme le Mouvement français pour le revenu de base ou des organisations de ce type. Ça peut être aussi de s'engager dans des organisations qui ne sont pas directement spécialisées, on va dire, sur le revenu de base, mais d'y porter la proposition, c'est-à-dire partis, syndicats, associations. Enfin voilà, moi je crois beaucoup là-dedans en fait. Et ça peut être aussi d'expérimenter par contre des alternatives, comme ça se fait effectivement dans le Lot-et-Garonne avec Terra par exemple,
où ils essayent d'inventer des modèles économiques, je dirais, qui permettent d'expérimenter des formes de revenus de base qui évidemment peuvent être assez éloignées les unes des autres, mais peu importe. L'important c'est de porter l'idée, je pense, d'une société de l'expérimentation où finalement on accepte le droit à l'erreur et où surtout on essaye et où on teste un certain nombre de solutions qui pourront demain évidemment qui pourraient préfigurer ce que sera demain notre société. Alors, je m'appelle Frédéric Bosquet, j'ai 55 ans, je me définis comme un entrepreneur humaniste, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. En 2014, j'ai décidé de tout arrêter, j'étais chef d'entreprise, je dirigeais deux entreprises. Et puis j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je remette mon métier au service de la production de biens et de services respectueux des humains et de la nature. J'avais un boulot qui me satisfaisait, j'étais bien payé, j'avais un statut, j'étais engagé. Mais ce que je me rendais compte, c'est que je réparais les gens pour en faire de bons petits consommateurs. Et donc j'ai décidé de tout lâcher, j'ai cédé l'entreprise en coopérative aux salariés. Et puis je suis parti faire un tour de France en vélo. C'était à l'époque de l'initiative citoyenne européenne. Et puis la première. Et puis mon idée, c'était d'aller à la rencontre de tous ces citoyens qui sont en train, un peu partout en France, de chercher des initiatives pour changer la société en profondeur. Et puis mon idée, c'était d'un côté de leur parler du revenu de base inconditionnel, parce que c'était pas encore très connu à l'époque, et de l'autre côté, de faire une émission de radio et de présenter toutes ces initiatives. Et quand je suis revenu de ce Tour de France, mon organe émotionnel s'était détartré, et j'avais pris conscience qu'il y avait des citoyens qui étaient en train de faire la révolution, entre guillemets, que tout le monde s'en foutait parce que c'était tout petit. Et moi, je me suis dit, mais c'est eux qu'il faut aider, en fait. C'est ces citoyens-là qui sont en train, du bout des bras, à tenir la volonté générale, la vraie volonté générale, celle que décrit Jean-Jacques Rousseau. Et c'est là qu'il m'est venu cette idée de dire ce qu'il faudrait, c'est rassembler à un même endroit toutes les initiatives citoyennes autour de ce qu'a fait la société civile de mieux pendant ces 10 dernières années, et essayer de voir comment on pourrait créer là, dans un petit village en train de mourir, sur le plan économique et démographique, en fait, recréer une dynamique à la fois économique, sociale, humaine, et c'est comme ça qu'est né le projet Terra. Je m'appelle Marie-Hélène Muller. Là, à l'heure actuelle, je suis engagée dans un projet qui s'appelle le projet Terra, qui veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie, qui est situé dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, mon histoire avec le revenu de base, elle a dû commencer en 2013, je pense, parce qu'à l'époque, j'étais dans un collectif à Montpellier qui s'est créé autour du revenu de base. Et c'était au moment où il y avait l'initiative citoyenne européenne. Et donc on avait organisé pas mal d'événements pour parler du revenu de base, des porteurs de parole, pour aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils feraient si chacun avait un revenu de base. On discutait de plein de choses les uns avec les autres. Donc voilà, c'est un peu par là que ça a commencé. Et puis un jour, mes pas ont rencontré la route du projet Terra. Et du coup, j'ai foncé dedans parce que pour moi, c'était une des premières voies, en fait, où il m'apparaissait possible de prendre un chemin pour déjà, ici et maintenant, voir comment on pouvait mettre en place un revenu de base. Et donc l'idée, c'est de mettre en place, pour commencer à un niveau local, un revenu d'autonomie. Alors un revenu d'autonomie, c'est quoi? C'est un revenu de base versé en monnaie citoyenne locale et dont le montant est garanti par une production locale, donc par une richesse produite localement. Donc les monnaies citoyennes locales, c'est un dispositif qui permet d'orienter en fait la manière dont on va utiliser notre argent vers un réseau d'acteurs respectueux d'un certain nombre de valeurs et situé, qui permet de produire localement des biens et des services. Et donc ça permet que ce revenu qu'on verse, il va servir en fait à un cycle vertueux pour nourrir les individus et les activités d'un territoire et non pas risquer finalement de s'enfuir vers les marchés financiers
financiers ou vers des pays où ça va être les produits vont être produits à bas coût et en fait avec des impacts environnementaux et humains assez négatifs. Donc voilà, le revenu d'autonomie, il est versé en monnaie citoyenne locale et garanti par une production locale. Là encore, c'est l'idée que, et c'est là qu'il y a le terme autonomie qui est important, on a envie aussi de pouvoir garder la main sur la manière dont la richesse est produite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas à terme s'appuyer sur une richesse qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire dépendre de subventions, enfin de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais d'arriver à distribuer une richesse qu'on aura produite localement. La première phase, c'était une phase d'études, d'analyse et de recherche. Donc on est parti pendant 2 ans faire des tours de France en vélo, où on a rencontré des citoyens. On a fait une vingtaine, une trentaine, je me souviens plus, d'assemblées constituantes, dans laquelle on demandait aux citoyens dans quel village ils aimeraient vivre au XXIe siècle. Et puis à l'issue de cette première année, on est reparti, et là, cette fois-ci, on est allé visiter une quarantaine de lieux, où là, on est allé voir de la ZAD, donc en Notre-Dame-des-Landes, jusqu'au monastère orthodoxe, bouddhiste, hindouiste, et on a des fermes participatives, des habitats partagés. Et là, à l'inverse, c'était qu'on arrivait avec cette idée de ces fameuses motions, et on essayait de voir qu'est-ce que proposaient aujourd'hui les lieux par rapport à ce que les gens voulaient. Et donc derrière, on est reparti avec des bonnes et des mauvaises pratiques. Et l'idée après, c'était à partir de là de concevoir le projet Terra. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé en 2015 à Masquer, donc un petit village dans le sud-ouest de la France, où on s'est établi. Et puis la deuxième étape qui a commencé là depuis 2018, c'est l'étape où on construit l'écosystème et on commence à le mettre en exploitation. Donc on a déjà fait appel à des financements à la fois publics, privés et même des investisseurs maintenant. Et avec cet argent-là, l'idée c'est de financer les premiers revenus d'autonomie. Donc on en a financé 5. Et puis avec ces premiers revenus d'autonomie, l'idée c'est d'avoir des activités qui commencent à produire des biens et des services dont on a besoin. Et l'objectif, c'est que d'ici 3 ans, on arrive à produire suffisamment de richesses locales pour être capable de verser plus de revenus d'autonomie, de passer de 5 à 10, puis de 10 à 15, de 15 à 20, jusqu'à une trentaine d'habitants. Et on devait faire ça normalement à l'endroit où on s'était implanté à Masquer. Malheureusement, des problèmes de PLU nous en ont empêché, donc ça nous a fait perdre 18 mois. Et au moment où on a démonté les maisons prototypes qui devaient être à la base de cet éco-village, bien un maire d'une autre commune nous a appelé à Trentel, le maire de Trentel, André Bonnet, et il nous a dit écoutez, puisqu'ils ne vous veulent pas, venez chez nous. Mine de rien, enfin, le fait qu'on soit 50 ici, voilà, qu'il y ait des personnes qui viennent, qui se trouvent bien, qui ont envie de rester, qui ont créé leur activité. Je pense que la ferme où laquelle on est, il n'y avait rien avant en fait. Là maintenant, il y a une exploitation de maraîchage, il y a bientôt de la boulange, il y a un maître composteur. Donc, en termes d'attractivité, vraiment de création aussi d'une vie sur place et puis de personnes qui, même si je dis que c'est difficile, sont bien. Je trouve que c'est quand même chouette, quoi. On est vraiment en train de créer un projet de quartier rural avec une autre commune. Et là, la vraie pépite, c'est que le maire, après 2-3 ans qu'on était là, nous a appelés. Je ne sais plus si ça s'est fait passer par un coup de fil ou quoi, mais enfin bref. Et que là, on est vraiment en train de travailler avec des personnes qui sont sur place et pour petit à petit vraiment avoir un projet global intégré avec des maisons, de l'énergie, un centre de formation. Alors le chemin, il est long, quoi. Mais je trouve que ce que je disais là, tout à l'heure sur la confiance qui peut se créer à force du temps avec des personnes, je trouve que là, je m'en suis rendu compte ces derniers temps, c'était une vraie pépite, quoi. Il n'y a plus d'enjeu de je fais gaffe parce que qu'est-ce qu'ils vont penser ou comment ils peuvent l'utiliser ou comment ils vont nous juger. Et je trouve que c'est ça que je trouve chouette, tu vois, comme pépite, c'est comment petit à petit, avec des essais-erreurs, il y a de la confiance avec le voisin aussi. On a eu beaucoup de conflits de voisinage. Il y avait 2 panneaux non à éco-hameau, tout ça, et là ils ont été enlevés. Et il y a vraiment, ça c'est un long travail de négociation entre Simon, le maraîcher, et Grégor, à la Forêt Jardin, de travail et de discussion et de compréhension pour qu'il se recrée en fait une confiance. La valeur travail, elle est vachement forte en fait. Et l'idée d'un revenu de base, quand on parle avec les gens, c'est tu peux pas avoir un revenu si tu travailles pas. Et donc j'ai l'impression qu'il y a en tout cas dans certaines parties de la société quelque chose qu'on voit ici qui est pas évident. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, à la limite, ils peuvent comprendre, parce qu'il y a aussi de la création d'activités derrière. Mais c'est pas évident. Enfin, par exemple, on évite de mettre forcément la manière dont on se présente. On va pas présenter tout de suite comme un projet de revenu de base, en fait.
Et parce qu'en fait, c'est un élément qui va, l'écosystème qu'on veut créer, il y aura un revenu de base, mais il y a aussi de la création d'activités, de la revitalisation, du respect de l'environnement et tout ça. Donc on présente le package. Et le fait de dire en arrivant, bah, il y a des jeunes qui s'installent, ça crée de l'activité, on va faire de la coopération, ça parle. Et puis après, on dit, bah voilà, après la richesse, on envisage de la distribuer d'une autre manière, de manière à ce qu'il y ait un revenu de base à chacun. Mais je trouve qu'au contact, c'est pas évident, quoi. C'est encore pas vraiment évident. C'est vachement assimilé, en tout cas, je trouve, à de l'assistanat. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui on est inaudible, c'est parce que les gens pensent qu'ils vivent dans un monde de rareté, qu'ils pensent que l'argent ça ne se gagne, qu'en produisant des biens et des services marchands sur un marché, alors que moi je pense que l'argent en fait c'est un cycle complet, quoi. C'est-à-dire qu'on devrait tous avoir, comme un bulletin de vote en fait, on devrait tous avoir suffisamment de bulletins de vote pour voter pour les personnes qui travaillent. Mais si moi demain j'ai plus de bulletins de vote, ben même si toi tu travailles, en fait tu n'en auras pas non plus, puisqu'en fait j'en aurais pas, je pourrais pas t'en donner. C'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui, et on voit des entreprises qui font 25 000 km aujourd'hui pour aller vendre leur production, alors que juste à côté de chez eux, il y a 8 millions de pauvres qui aimeraient bien avoir un toit, mais c'est du n'importe quoi quand on y prend. La seule raison pour laquelle on ne veut pas leur donner un revenu, c'est pour faire du chantage à la fin. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où les gens, ils ont besoin de travailler, ils vont prendre n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, pour faire ces boulots de merde. Et si, effectivement, un revenu de base inconditionnel était en place, mettons à 1 000 € par mois, ben les gens diraient Macachoualou. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Il y a des pans entiers de l'économie qui s'effondreraient. D'ailleurs, et c'est très bien, parce que finalement, c'est des pans entiers de l'économie qui ne fonctionnent aujourd'hui que par un chantage à la fin. Et pour les productions qui nous seraient utiles, eh bien, ce qui se passerait, c'est que les prix augmenteraient. Pourquoi les prix augmenteraient? Parce qu'on aurait besoin de remettre les gens au travail, et les gens ne reviendraient que dans des conditions bien meilleures pour eux. Et il y aurait de nouveau un vrai rapport de force qui pourrait s'instaurer entre les employeurs et les salariés, et qui serait au bénéfice de tout le monde. Et quand ils ne viennent pas nous dire que c'est pas possible, bien sûr que c'est possible, on sait tous que c'est possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas la volonté. Tant que le revenu de base inconditionnel sera dans la case dépenses, tant qu'on verra le revenu de base comme une dépense, donc une dépense issue des revenus secondaires, personne ne fera rien pour le revenu de base. Personne. Parce que les gens ils sont dans une telle guerre concurrentielle qu'ils ne peuvent pas imaginer de le faire. La seule façon par laquelle ils vont pouvoir y aller arriver, c'est quand on leur fera comprendre que c'est un investissement pour la nation. C'est-à-dire que le fait de verser un revenu de base inconditionnel aux citoyens, en particulier à mon citoyen local, ça va permettre derrière de créer une demande solvable. Et cette demande solvable va pouvoir alimenter les entreprises locales. Et comme les entreprises locales vont être alimentées par cette demande solvable, elles vont pouvoir augmenter leur activité. Du coup, comme elles vont augmenter leur activité, il va y avoir plus de richesses produites sur le territoire. Donc comme il y a plus de richesses produites sur le territoire, les collectivités territoriales qui prennent une petite partie de cette richesse pour mettre en place les garanties publiques, elles vont elles aussi finalement pouvoir remettre en place des garanties publiques. Et là, progressivement, grâce à ce revenu de base inconditionnel, grâce à la restauration de ces flux économiques sur le territoire, eh bien on va recréer un écosystème coopératif, et de là, on va pouvoir redémarrer une nouvelle façon de se développer, non pas par le haut, mais par le bas. Voilà. Et donc moi je pense que le revenu de base, c'est un investissement pour la nation. J'ai oublié d'être un artiste original. J'avais dit plus tard, on verra quand l'inspiration viendra. Après ce confortable CDI, mais oui, c'est le bon sens. Je ne vais pas quitter cet emploi stable. Au supermarché, et l'on me voit parfois. Ne vous en faites pas au karaoké de Belleville. Pour moi, réussir sa vie, ça veut dire vivre en accord avec ses valeurs, avec ses principes, avec ce qui est important pour nous. Ça veut dire aussi l'incarner face aux autres et accepter qu'on nous rejette pour ça. Donc trouver des gens qui nous ressemblent et avec qui on va
trouver les gens avec qui on va avancer dans nos valeurs et dans ce qui est important pour nous et qui nous permettront de le vivre et nous on leur permettra en retour de vivre ce qu'ils ont envie de vivre et on s'accompagnera tous dans cette super belle aventure qui est la vie. C'est intéressant la vie. Être heureux dans ce que tu fais, réussir à trouver le cadre qui te permet de vivre sans contrainte, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ce serait de mourir avec le sourire. En regardant mon parcours et de me dire ok, c'est cool, j'ai fait des trucs sympas. Le jour où je ressens une plénitude et où je ressens vraiment corporellement, physiquement, dans mon corps, le sentiment, la sensation d'être à ma place, d'être là où je dois être et de savoir pourquoi je suis là. Du coup, évidemment, de mettre en place des projets qui font sens pour moi. Ouais. En tout cas, c'est surtout pas pour moi amasser des biens, surtout pas. J'aurais envie de dire, ouais, j'aurais envie de dire comprendre les choses. Pour moi, ça serait ça, comprendre les choses, ouais, partager des choses avec des gens autour de moi, avoir du monde autour de moi, ouais, ne pas être seul, ouais, je pense que c'est ça. Une vie réussie pour moi, c'est quand je suis dans des conditions matérielles et immatérielles qui me permettent d'expérimenter le chemin de mon propre bonheur. C'est-à-dire où si je me retourne, je me suis dit, ben, j'ai pas été empêché de pouvoir expérimenter ce que j'ai voulu expérimenter. Ça veut pas dire que j'ai réussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des expériences que j'ai vécues qui n'ont pas marché, mais c'est celles que je voulais vivre, et du coup j'ai la réponse à ma question. Si j'arrive à une époque où les gens arrivent à vivre mieux ensemble, je considérerais avoir réussi ma vie. C'est vrai qu'un jour, quelqu'un m'a posé une question qui m'a paru vraiment stupide. Quelqu'un qui me sentait visiblement heureuse m'a demandé, tiens, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus pour compléter ton bonheur? Puis je me dis, bon, finalement, tiens, allez, je m'interroge. Et puis, je dis, oui, dans le fond, non, je suis comblée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Et en creusant la question, je me suis dit, ah mais oui, il y a un caillou dans ma chaussure. Et je me suis rendu compte que ce caillou, c'était vraiment l'injustice sociale. Et que moi, il n'y aura véritablement de bonheur accompli que lorsque véritablement chacun pourra prendre sa place. Parce que pour moi, c'est particulièrement insupportable à vivre cette disparité. Réussir sa vie, c'est quand on ferme les yeux, avoir des pensées agréables. Ouais, voilà, se sentir bien, avoir... C'est pas forcément, enfin bon, il y a quand même une notion de confort et c'est pas forcément dans la possession, mais en tout cas c'est dans la tranquillité d'être. Puis bon, en tant que comédien aussi, réussir à faire un grand film ou quelque chose. Le côté égo un peu quand même. Je vais au cinéma aussi, un bon spectateur. Qui admire le travail fini des autres et quitte la salle en se disant qu'il en fera autant quand il aura le temps. Disons samedi prochain ou le suivant. Pourquoi je suis sur cette terre? Pour faire quoi? Je sais pas en vrai. C'est une petite question piège. Ah, c'est une petite question piège. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent qu'on a tous des missions sur la Terre, tu vois. Peut-être que vous, votre mission, c'est genre de créer des espaces de débat citoyen. Moi, je sais pas encore quelle est ma voie. Mais je découvrirai plus tard. Genre, en vrai, je sais pas pourquoi je suis sur cette Terre. Ouais, disons, moi, je pense qu'on est fait juste pour mourir. Genre, vivre, mourir, et c'est tout. Et pas laisser plein de choses derrière nous. On n'est pas fait pour accumuler, on n'est pas fait pour... on est fait pour se dégrader quelque part et pour finir notre vie comme on a commencé justement dans le néant. Pour vivre et pour penser.
pour chercher, pour aimer, pour travailler aussi. Le pourquoi, ouais, non, c'est très compliqué parce que soit tu crois en Dieu et à ce moment-là tout est facile parce que c'est tout destiné, hein, soit tu crois en toi et il faut se bouger le cul. Donc même avec un revenu universel, il va quand même falloir se réaliser et là-dessus, très existentialiste, hein, on n'est que ce qu'on se fait, hein, donc même si on a un revenu de base et qu'on glande sur le canapé, on sera qu'un glandeur de canapé, quoi. Et je crois pas que ce soit la nature de l'homme d'être un glandeur de canapé, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, je pense, sont assez seuls dans leur coin parce que pétris d'angoisse du lendemain et on se regarde les uns les autres dans des réseaux sociaux, on se projette des images de soi, mais on n'est jamais véritablement ensemble à prendre des initiatives. Donc, Bon, en tout cas, je pense vraiment que si on est là, c'est pour interagir les uns avec les autres. Et s'élever en fait. De faire le mieux que je peux pour moi et pour les autres. Et ça marche pas toujours, et des fois on fait des erreurs, et des fois on fait aussi du mal sans le vouloir aux autres ou à la planète, mais j'essaie d'apprendre des erreurs ou d'apprendre des échecs, et puis ou du mal que j'ai fait aux gens, que j'apprends parfois plus tard, pour essayer de faire mieux au fur et à mesure de la vie et de devenir une meilleure personne toujours un peu plus. Pourquoi on est là déjà pour essayer de faire mieux que les anciens, moi je crois. Et que chacun pourra apporter une pierre à son édifice, et que prévoir un petit peu pour l'avenir, où les autres ils apporteront aussi un peu mieux que nous, et puis finir que ce soit toujours de mieux en mieux. On est là pour petit à petit améliorer en fait une expérimentation géante. Finalement l'expérimentation de l'univers, l'expérimentation de Dieu, enfin on peut mettre plein de noms en fonction des spiritualités, qui va nous faire grandir tous en humanité, et faire circuler encore plus d'amour, et faire que les gens ont de plus en plus des vies réussies, et que tout le monde soit... Je vais pas faire grandir l'harmonie du monde. Le revenu de base pour moi c'est une évidence, personne n'a choisi d'être sur cette terre, personne n'a choisi de vivre ici ou ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, on est tous humains avec des besoins. Donc de ce fait, on doit tous avoir le droit de vivre dignement, puisque justement on n'a pas choisi, on dit pas moi je suis venu là pour mener telle action, j'arrive sur Terre. C'est ça qui compte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'immanence. Je veux dire, à la limite, les causes. Bon, c'est sans doute très intéressant quand on est un chercheur, un philosophe, de les rechercher, mais c'est pas ça, à mon sens, le but. Le but, c'est l'immanence, le but, c'est l'ici et maintenant, c'est que fait-on de sa vie. Aujourd'hui, j'ai une vie à exercer, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux l'exercer? Et c'est là où il est extrêmement important de considérer que si moi aujourd'hui je suis là, eh bien je ne suis pas la seule, je suis là avec plein d'autres gens, et toute cette communauté de gens doit s'organiser, et c'est en cela encore une fois que le revenu de base est vraiment fondamentalement important, parce qu'il peut permettre une nouvelle organisation de cette communauté de gens qui tous sont là comme moi à vivre sans savoir pourquoi probablement, hein, mais en tous les cas nous vivons ensemble et nous devons faire ensemble, non pas pour nous interroger, pour savoir pourquoi, mais de savoir comment. Je pense qu'il y a énormément de solutions aux problématiques qu'on se pose, et si j'ai le smile aujourd'hui, c'est parce que il y en a des solutions, il y en a énormément. Après, les informations sont en souterrain, c'est clair, c'est pas ce qu'on va entendre à la télé, dans les grands médias, ça c'est clair, mais il y a énormément de solidarité, de bienveillance, et des solutions, il y en a. La nature, elle est d'une richesse incroyable, extraordinaire, et vraiment, s'il y a vraiment une chose dont je suis sûre, c'est que oui, enfin, vraiment tout est possible. On peut tout à fait remonter la pente, ça c'est sûr. Voilà.
oublié d'être un artiste original. J'avais dit plus tard on verra, quand l'inspiration viendra, après ce confortable CDI. Mais oui, c'est le bon sens, j'aurai toujours de quoi vivre. Au supermarché, l'on me voit parfois, ne vous en faites pas, l'été à Montigny. Je vais au cinéma aussi, un bon spectateur. Qui admire le travail fini des autres et quitte la salle en se disant qu'il en fera autant quand il aura le temps. Disons samedi prochain ou le suivant.